Les dernières élections européennes qui se sont tenues le 26 mai 2019 ont permis de révéler les tendances politiques nouvelles qui sont à l'œuvre dans la société française, tout comme dans le reste de l'Europe. Que cela concerne le Parlement européen ou les interactions entre les différents pays membres, il est fort à parier que cette élection soit un point de départ à des évolutions futures dans la structuration des rapports de pouvoir au sein des institutions européennes. On peut d'abord souligner l'affluence record au bureau de vote en France comme dans le reste de l'Europe, puisque la participation a été de 50,5% en France et de 51% dans le reste de l'Union européenne, contre respectivement 40,5% et 43% lors des élections européennes de 2014. Parmi les listes françaises gagnant des sièges au Parlement européen, nous avons un duo de tête qui a été remporté par le Rassemblement national suivi de La République en marche. Vient ensuite, et ce fut une surprise, Europe Écologie Les Verts, les Républicains, la France Insoumise et le Parti Socialiste. Cette élection marque en France la confirmation du bouleversement des structures traditionnelles de la politique française issue de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Le Rassemblement national constitue encore la première force politique lors de ces élections, comme lors des précédentes élections européennes de 2014. La liste de La République en marche a certes terminé deuxième, mais a réalisé un score tout à fait honorable pour un parti au pouvoir, puisque seulement 0,9 points séparent la liste de celle du Rassemblement national. Il faut noter ici que certaines critiques avaient notamment pointé la tête de liste, Nathalie Loiseau, concernant un manque présumé de charisme la concernant. En 2014, l'écart entre la première et la deuxième liste était de 4 points. Les plus fortes débâcles se situent néanmoins chez les deux forces arrivées en 3e et 4e position lors de la dernière présidentielle de 2017. D'un côté, la droite des Républicains, qui avait pu réunir 20% des suffrages en 2017, voit son score plonger vers des niveaux jamais vus à 8,5%. Certains ténors du parti reprochaient et reprochent encore à la tête de liste DLR, François-Xavier Bellamy, des positions personnelles trop conservatrices sur certaines questions sociétales comme l'IVG ou l'arrêt des traitements de Vincent Lambert, un homme en état végétatif depuis une décennie. L'autre débâcle fut celle de la liste de la France Insoumise, qui a également subi une baisse significative de son score, passant de 19,5% lors de la précédente présidentielle à 6,3% lors de ces européennes. Des questionnements ont également émergé au sein des représentants de ce parti quant à l'impact du comportement de Jean-Luc Mélenchon ces dernières années, sa relative agressivité et notamment au cours de la séquence des perquisitions au siège de son parti, qui a pu ternir l'image du chef de la France Insoumise et donc l'image de son parti avec lui. La surprise à la hausse fut celle d'Europe Écologie Les Verts, qui récolte un score de 13,5% à ces européennes, contre 9% à la dernière présidentielle. Ce score se rapproche néanmoins de la poussée des européennes de 2009 où EELV avait alors obtenu 16,2% des suffrages. Ce bon score est en grande partie attribuable au vote des 18-34 ans, chez lesquels une forte montée du vote écologiste a été constatée. Pour ces élections, le vote EELV a été sondé en première place avec 25% des votes chez les 18-24 ans et 28% chez les 25-34 ans. C'est un changement par rapport à 2017 où c'était la France Insoumise qui était en première place chez les 18-24 ans avec 30% des votes sondés. Réciproquement, le vote pour La République en marche a été relativement plus plébiscité par les tranches les plus âgées de la population, avec 32,3% de vote LREM chez les 65 ans et plus. Lors de cette élection, beaucoup d'instituts de sondage n'ont pas su prédire correctement les scores réalisés par les partis autres que le duo de tête, notamment concernant la montée des Verts et la chute des Républicains. La participation a également été légèrement sous-estimée, même si les tout derniers sondages ont pris en compte une montée de la mobilisation de dernière minute des électeurs, particulièrement celle des jeunes, qui a pu jouer plus fortement que prévu au cours du week-end pendant lequel les sondages sont interdits de publication. Au niveau européen maintenant, les résultats confirment une poussée des listes d'extrême droite souverainistes, écologistes et libérales. Les partis traditionnels que sont le Parti populaire européen et les sociaux-démocrates ont vu leur score se réduire, même s'ils restent encore les deux principales forces politiques du Parlement européen. La principale conséquence de cette réduction est la disparition de la possibilité de coalition majoritaire technique
qu'on observait jusqu'à aujourd'hui entre PPE et sociaux-démocrates, qui se répartissaient à égalité les postes au Parlement. En effet, la somme des sièges des deux partis ne suffit plus aujourd'hui à former une majorité de plus de 376 députés sur 751. Il faut ici préciser que la tradition politique du Parlement européen n'est pas analogue à celle des parlements nationaux, puisqu'il n'y a pas de consigne de vote associée à chaque parti européen. Les votes se négociant souvent davantage selon l'appartenance nationale que l'appartenance idéologique. Seulement, maintenant qu'une coalition majoritaire PPE sociaux-démocrate est impossible, il va être indispensable de constituer des coalitions impliquant les autres partis qui ont désormais plus de poids au sein du Parlement européen. Ainsi, le Parlement européen se retrouvera face à un large choix de coalitions potentielles afin d'obtenir une majorité. Dans cette configuration, les partis écologistes, libérales et d'extrême droite souverainistes devraient pouvoir exercer une influence bien plus grande que par le passé concernant les conditions de formation des coalitions potentielles avec le PPE et les sociaux-démocrates. La coalition qui pourra mener une éventuelle majorité de principe au Parlement européen sera d'ailleurs certainement davantage liée par des conditions idéologiques que l'était la traditionnelle coalition PPE sociaux-démocrate. Cette situation, beaucoup plus instable politiquement, pourrait même amener à des basculements de coalition au cours du mandat qui vient. Néanmoins, les possibles atermoiements du Parlement européen ne sont pas les seules difficultés en vue. En effet, le Conseil européen, qui réunit tous les chefs d'État des pays de l'Union européenne, doit également nommer le président de la Commission européenne dans les prochains mois, et les négociations en ce sens ont déjà commencé. La coordination entre Parlement, Commission et États membres dans ce cadre s'avère d'autant plus délicate dans la situation actuelle, où une coalition à minima tripartite au Parlement européen sera indispensable pour adopter les textes. Il ne faut néanmoins pas oublier que les logiques nationales sont encore au cœur de ces institutions, puisqu'on observe déjà par exemple que la gauche allemande soutient le candidat allemand du PPE à la Commission Manfred Weber, ou que le Premier ministre néerlandais libéral soutient le candidat néerlandais socialiste à la Commission Hans Timmermans. De plus, des désaccords se sont fait jour entre plusieurs dirigeants, et notamment entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, sur les candidats et positionnements politiques à suivre au sein de l'UE. Si le couple franco-allemand ne souhaite pas s'afficher publiquement en opposition politique sur la scène européenne, il est fort probable que des rapports de force s'exerceront néanmoins. La nomination par le Conseil européen du président de la Commission européenne est en effet l'occasion pour Emmanuel Macron, qui s'inscrit dans le groupe des libéraux de l'ALDE, de faire peser la dynamique de son élection de 2017 sur la politique européenne par l'intermédiaire du poids plus large qu'a réussi à acquérir l'ALDE et qui pourrait en faire le pivot de la future coalition majoritaire. Une possibilité pour le président français qui a mis un fort accent sur l'enjeu européen dans son propre exercice du pouvoir en France serait de pousser à une structuration de son groupe au Parlement européen afin de développer une plus grande discipline de vote interne à celui-ci, permettant ainsi une réelle capacité de ce groupe à devenir un faiseur de roi au sein d'une coalition. En effet, les divergences de lignes politiques en fonction des pays d'origine des députés au sein de leur propre groupe pourraient créer d'autant plus d'instabilité que la coalition majoritaire devient elle-même moins stable aujourd'hui. Avoir un groupe au Parlement européen plus discipliné pourrait être un avantage certain dans ce nouveau type de coalition majoritaire qui n'a jamais été vu jusqu'à présent. Bien sûr, les possibles similitudes avec la discipline de vote qui accourt au sein des parlements nationaux resteront encore très lointaines. Mais cela pourrait éventuellement être une stratégie qui pourrait donner plus de poids au groupe qui réussirait à la mettre en œuvre. L'influence d'Emmanuel Macron va néanmoins devoir être nuancée par le score ambivalent qu'il a obtenu dans son pays. En effet, même si sa liste ne s'est pas effondrée, elle est tout de même arrivée en deuxième position lors de cette élection. Du côté d'Angela Merkel, la situation est également délicate, vu que sa position au sein de sa propre coalition gouvernementale a été récemment affaiblie. Le score de son parti aux élections européennes est très bon, puisqu'il est en tête en Allemagne, tout en ayant néanmoins perdu 5 sièges par rapport à 2014. De plus, l'Allemagne tente également de proposer un candidat allemand représentant le PPE à la Commission européenne, souhaitant par là continuer la tradition informelle de nommer un président de la Commission européenne de la même couleur politique que le parti ayant reçu le plus de suffrages aux élections européennes.
Cette tradition de nomination peut néanmoins être remise en question puisque la traditionnelle alliance majoritaire PPE sociodémocrate qui sous-tendait ce choix n'est plus suffisante aujourd'hui. Pour résumer, quand on prend en compte les paramètres idéologiques, nationaux et de rapport de force institutionnels entre Parlement, Commission et États membres, les scénarios possibles sont très nombreux. Il faudra néanmoins attendre les prochains mois pour observer si ces tensions se règlent après des négociations informelles ou si certaines tensions vont devoir se manifester publiquement pour espérer faire bouger les lignes des uns et des autres. La plupart des chefs d'État de l'Union européenne souhaitent éviter des oppositions dures et favorisent généralement le consensus. Mais étant donné le caractère inédit de la situation actuelle, il se peut que des postures et scissions fortes émergent afin soit de reconfigurer les rapports de pouvoir traditionnels, soit au contraire d'empêcher une telle reconfiguration. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à commenter ce que vous pensez personnellement des résultats de ces élections européennes. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche afin d'être correctement notifié des prochaines vidéos de Condensé.